quand on parle de réguler une entreprise, qu'est-ce que c'est réellement? La régulation en elle-même, déjà, c'est une autorité centrale qui met en place donc des règles, d'accord? Et demande aux entreprises de pouvoir suivre ces règles-là. Les entreprises sont régulées par zone. D'accord, je vais revenir dessus pour donner ces détails-là. On ne dira pas qu'une entreprise qui est régulée en Chine, dès que cette entreprise s'installe, par exemple, dans notre zone, ici, UEMOA, qu'elle est d'office régulée. Tout récemment, l'UEMOA a mis en place un comité pour réfléchir donc, sur comment réguler les cryptos, comment réguler le transfert en utilisant donc les stablecoins et toutes ces questions-là. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait peur à beaucoup de personnes, qui rassure d'autres et qui va clairement décider de l'avenir des crypto-monnaies, la réglementation. Partout dans le monde, beaucoup d'États se posent des questions. Faut-il encadrer la crypto-monnaie? Faut-il la contrôler? Ou faut-il simplement la laisser librement? Mais en Afrique, la question reste réellement non abordée. Et pour le faire, aujourd'hui, nous avons le plaisir, de recevoir le CEO de EasyChange. Il n'est pas simplement CEO, il a plusieurs casquettes, vous aurez le temps de le découvrir. Avec lui, nous allons répondre à une question. Le futur de la crypto sera-t-il réglementé ou ne le sera-t-il pas? Alors, dans cet épisode de Café Crypto, nous allons décrypter ce sujet de fond en comble. Alors, CEO, bonjour. Bonjour Johannes, comment tu vas? Je vais très bien chez vous. Super. Alors, merci beaucoup pour votre disponibilité. Je sais que vous avez un agenda très chargé et ça n'a pas été réellement facile de vous avoir. Donc, merci pour ce temps. Il n'y a pas de quoi. Si c'est pour notre communauté, on est toujours prêt. On fera toujours l'impossible pour être là. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je sais que beaucoup de personnes vous connaissent déjà, mais néanmoins, comme le veut la tradition, sur Café Crypto, je vais encore vous laisser le soin. Peut-être il y a des gens qui vous découvrent, je vais dire, pour la première fois. Donc, je vous laisse le soin de vous présenter à ceux-là. Merci. Donc, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis donc Edouard Koublenou, le CEO de EasyChange. Et donc, j'ai la charge de coordonner et de donner des orientations pour EasyChange depuis quelques années. Je suis spécialisé donc des questions de AML, donc ce qu'on appelle conformité, lutte contre le blanchiment d'argent. Et en plus de ça, je suis spécialiste de la blockchain. Donc voilà le peu que je peux dire pour laisser place donc, au débat, au sujet qui nous amène aujourd'hui. D'accord, je l'avais dit au début qu'il a plusieurs casquettes, donc vous l'avez constaté. Alors, merci beaucoup, CEO. Alors, la première question pour moi, c'est quand on parle de réglementation dans le milieu des cryptos, c'est quoi concrètement? Peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'on appelle crypto. Quand ces personnes peut-être tomberont sur cette vidéo, quand ils entendent parler de réglementation, je vais dire de la crypto, c'est quoi concrètement pour quelqu'un qui ne maîtrise pas le sujet? D'accord. Je pense qu'avant même d'aller à la régulation des cryptos, je vais utiliser plutôt le terme régulation en lieu et place de réglementation. Je pense que régulation est beaucoup plus adaptée. Et donc, on va parler d'abord de régulation. D'accord? Et quand on parle de réguler une entreprise, qu'est-ce que c'est réellement? Donc, je vais prendre par exemple le cas des entreprises dans la fintech ou comme tu as abordé, crypto. Donc, la régulation en elle-même, déjà, c'est qu'il y a une autorité centrale qui met en place donc des règles, d'accord, et demande aux entreprises qui veulent rester dans ce domaine-là et qui veulent exercer dans ce domaine-là de pouvoir suivre ces règles-là. Alors, ces règles-là peuvent aller au niveau de la gouvernance de l'entreprise. Donc, on veut savoir quelle est la capacité ou quelles sont les capacités de ceux qui gouvernent l'entreprise, donc un CV, pour savoir est-ce que, par exemple, je prends un petit exemple, on met en place une clinique et c'est quelqu'un qui a fait la comptabilité qui est le chef de cette clinique-là. Donc, la règle peut demander que ce soit un médecin, donc que quelqu'un qui a suivi une formation dans la médecine et qui connaît de quoi il s'agit. Donc, gouvernance. Donc, qui sont ceux qui gouvernent cette entreprise? En termes de gouvernance, quelle est la structure de gouvernance? Est-ce qu'il y a un conseil d'administration? Est-ce qu'il y a une direction générale? Est-ce qu'il y a des départements techniques? La régulation peut
s'intéresser également à ça. Alors, quand on quitte là, la régulation peut s'intéresser à quel type de structure il s'agit. Donc, est-ce que c'est une salle? Est-ce que c'est la forme juridique en fait de la structure? Est-ce que c'est une SAS? Est-ce qu'il s'agit d'une SA, ainsi de suite? La régulation peut dire, OK, compte tenu du domaine qu'on veut réguler, la structure qui doit se faire réguler doit avoir tel type ou tel type comment je vais dire, de forme juridique en fait. La régulation peut s'intéresser à là. Alors, si on quitte là, on va un peu maintenant dans les process, dans les procédures. La régulation va s'intéresser à comment le travail au niveau de l'entreprise se passe. Est-ce qu'il y a les procédures pour chaque chose, en fait? Le régulateur veut s'assurer que on ne fonctionne pas comme on veut, mais on a des procédures pour tout ce qu'on veut. Et le régulateur peut cibler des domaines spécifiques, par exemple, comme je le disais, au niveau de la lutte contre le blanchiment d'argent, c'est quelque chose qui intéresse, pour savoir quelles sont les procédures que vous avez à ce niveau, qui sont les responsables. Et là, on va encore parler de CV, qui sont les responsables qui s'occupent donc de ces départements. Est-ce qu'ils connaissent de quoi il s'agit? En termes de système aussi, par exemple, toujours dans la conformité, lutte contre le blanchiment d'argent, est-ce que vous avez des systèmes de vérification de vos clients? Est-ce que vous avez... Le régulateur peut s'intéresser à tout ça. Le régulateur peut aussi s'intéresser même à la comptabilité de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que je parlais, par exemple, de... Est-ce qu'il y a un conseil d'administration? Est-ce qu'il y a un commissaire aux comptes pour savoir que les comptes de l'entreprise sont certifiés et qu'il y a un auditeur externe, en fait, qui a un œil sur ce qui se passe et que les gens ne sont pas livrés à eux-mêmes et voilà, dilapident les fonds de l'entreprise. Le régulateur peut s'intéresser à ça. Globalement, d'accord, ça, ce sont des détails que j'ai donnés. Globalement, il faut noter que ce qui intéresse le régulateur, c'est de savoir que les consommateurs, les consommateurs sont protégés, en fait. Enfin, c'est la protection donc, du droit des consommateurs. Donc, une entreprise a des utilisateurs, a des clients. Et ces clients-là, le régulateur peut savoir est-ce que tout se passe bien, est-ce que le service qui est offert à ces clients, un jour, ça ne va pas couper du jour au lendemain. Est-ce que les fonds, s'il s'agit des entreprises qui détiennent des fonds des clients, est-ce que les fonds des utilisateurs, des clients, tous ces fonds sont protégés? Est-ce qu'il y a des dispositifs pour suivre ces fonds? Est-ce qu'il y a des dispositifs pour qu'au cas où la structure même a un souci, que les fonds des utilisateurs, par exemple, soient toujours protégés? Est-ce qu'ils peuvent être dédommagés? Donc, globalement, c'est ce qui intéresse le régulateur et c'est pour ça, dans la régulation, il met en place un certain nombre d'exigences, comme on le dit, pour savoir que, OK, si tu veux avoir le document, puisque quand on parle de régulation, c'est que tu auras un document qui atteste que tu as été régulé. Voilà. Donc, pour avoir ce document, l'entreprise doit pouvoir respecter ces exigences. Donc, je comprends de votre explication que c'est réellement un vaste domaine, je vais dire, qui englobe beaucoup de choses. Et donc, le but, c'est de rassurer que ce soit l'entreprise. Genre, ça a des avantages autant pour l'entreprise que pour l'utilisateur même. Bien sûr. Super. Alors, la question qui me vient, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, en matière de crypto-monnaie, que est-ce que la réglementation est... Bon, pas réglementation, vous avez parlé de régulation. Ouais. OK, donc je vais faire attention pour ne plus dire réglementation. Ouais. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la régulation est réellement en marche en Afrique? Parce que, bon, après, peut-être nous allons aborder les autres pays, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la régulation est réellement en marche ou bien c'est encore une zone floue en Afrique? Moi, de mon point de vue, je dirais que la régulation est en marche. Okay. La régulation, elle est en marche parce que, vous savez, en termes de régulation, d'abord, les entreprises sont régulées par zone. D'accord, je vais revenir dessus pour donner ces détails-là. On ne dira pas qu'une entreprise qui est régulée en Chine, dès que cette entreprise s'installe, par exemple, dans notre zone, ici, UEMOA, qu'elle est d'office régulée. Okay. Ce n'est pas de cette façon que ça se passe. La régulation, c'est par zone. Vous êtes régulé soit pour un pays, vous êtes régulé soit pour une zone, d'accord, comme la MICA qui est pour l'Union européenne. Donc, c'est de cette façon que ça se passe. Donc, j'allais dire que la régulation, dans d'autres zones, elle peut être avancée, mais aujourd'hui, ce qu'on observe, même dans l'Afrique, ici où nous sommes basés, on observe quand même que la régulation, elle est en marche. Les réflexions sont au niveau... se déroule au niveau des organes qui s'occupent donc de cette régulation-là et qui réfléchissent en fonction de ce qui se passe peut-être ailleurs ou en fonction des aspects, c'est-à-dire de ce que la zone est, des conditions de la zone, en tout cas de tous les aspects qu'on peut aborder au niveau de la zone. Donc, la régulation, elle est en marche. Moi, je prendrais
quelques cas, parce qu'on va parler de l'Afrique de l'Ouest, on va parler de l'UEMOA. L'UEMOA tout récemment, et ça, c'est bien sûr pour ça que j'ai trouvé le thème très actuel. Et donc, tout récemment, l'UEMOA, la Banque centrale donc de notre zone, a mis en place un comité pour réfléchir donc, sur comment réguler les cryptos, comment réguler le transfert en utilisant donc les stablecoins et toutes ces questions-là. En Afrique centrale, c'est aussi le cas. Je pense que là même, les discussions sont très avancées et les dispositifs pour être régulés, en tout cas, le cadre existe déjà. Au Ghana, c'est la même chose. Le Ghana avance très rapidement dessus. Au Nigeria aussi, c'est pareil. Donc, en tout cas, quand on se positionne et on regarde autour, tous ces pays-là sont en train de parler régulation aujourd'hui. Ok, super. Donc, on peut dire que la régulation est réellement en marche aujourd'hui. Alors, ce qui m'étonne, c'est l'engouement, je vais dire, autour de cette régulation. Parce qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, les grandes organisations ne s'intéressaient pas réellement à la crypto-monnaie. Mais pourquoi cet intérêt-là subit? Parce que là, vous avez parlé de l'UEMOA. Dans la zone UEMOA, il y a un comité, vous avez dit, qui a été mis en place pour étudier tout ça. Mais pourquoi aujourd'hui les grandes institutions, les grandes organisations s'intéressent maintenant à la régulation? Parce que 10 ans, 20 ans en arrière, il n'y avait pas du tout ça. Qu'est-ce qu'il peut... Bon, qu'est-ce qu'il y a à la base de ça, je vais dire, si je peux aussi me permettre de le dire. Oui, ce que je peux répondre à ce niveau-là, c'est... En fait, le régulateur, certains régulateurs, ou la plupart même, quand il y a un nouveau domaine, le régulateur prend son temps, essaie de comprendre réellement comment le domaine fonctionne. D'accord. Et donc, ce temps-là, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, ça peut prendre banalement 30 ans. Bon, ça dépend de la zone, en fait. Ça dépend de la zone. Et ça dépend aussi des acteurs qui sont sur ce terrain, comment les choses, cette technologie ou bien ce domaine-là bouge. Il y a des domaines qui peuvent être vraiment très lents. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de la matière pour le régulateur pour savoir que, OK, on va sur ce secteur-là, on peut avoir de la matière à réguler. Et il y a d'autres qui peuvent aller très, très vite. Donc, voilà comment ça fonctionne. Et donc, je dirais pourquoi aujourd'hui, les régulateurs s'intéressent parce que la technologie dont il s'agit, la blockchain, les cryptos, les actifs dont il s'agit, ces choses-là, en 10 ans, ont évolué très, très rapidement. Et quand on va parler, par exemple, de la matière, comme je dis, ce sont, je veux dire, le nombre de transactions, les volumes transactionnels qui passent. Quand on va s'intéresser à ça, aujourd'hui, en Afrique, dans nos zones, dans nos pays, ce sont de gros flux qui passent. Et donc, ça intéresse tout de suite le régulateur de dire, OK, on ne peut pas être en train de parler de milliards de dollars et que le régulateur ne va pas s'intéresser à ce domaine-là. Donc, est-ce qu'on dira que peut-être, est-ce qu'on va interpréter ça comme un retard ou on va interpréter ça comme le temps pour que le régulateur même soit prêt pour s'intéresser à ce domaine, le temps que le régulateur soit prêt pour avoir de la matière, le temps que le régulateur soit prêt parce qu'il y a des utilisateurs qui sont aussi nombreux, qu'il y a des acteurs, c'est-à-dire des entreprises qui sont aussi nombreuses dans le domaine. Donc voilà, pour moi, c'est pourquoi aujourd'hui le régulateur a commencé à s'intéresser à ce domaine. D'accord. Peut-on dire que la régulation, je vais dire, quand la régulation sera réellement effective autour de la crypto, est-ce que ça mettra fin à l'aspect décentralisé de la crypto? Ou bien ça sera juste pour consolider? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est dans sa chambre peut se lever, avoir un portefeuille, n'a pas besoin de documents, aller à la banque, déposer des documents avant de commencer par faire des transactions en crypto-monnaie. Est-ce que quand la régulation sera réellement effective, est-ce que cela sera un frein à l'aspect décentralisé de la crypto? Ou bien c'est juste pour renforcer la crypto? Très excellente question. Je pense que c'est le côté qui intéresse tous les utilisateurs, en tout cas de la crypto. Parce qu'il faut noter que certains utilisateurs viennent dans ce domaine parce que ce qui les intéresse, c'est la décentralisation. Exactement. C'est le fait que quand ils veulent transférer de la valeur d'un utilisateur A à un utilisateur B, ils peuvent le faire à n'importe quel moment sans un organe central. Et donc, il y a quand même un certain nombre d'utilisateurs qui se basent donc sur ce atout qu'offre donc la blockchain et la crypto-monnaie pour dire, OK, ce domaine-là, je peux m'aventurer dans ce domaine-là. Donc, ceci dit, est-ce que la régulation va mettre fin à l'aspect décentralisé de la crypto-monnaie? Pour moi, non. D'accord? Non, parce que la technologie même, elle est décentralisée.
la technologie, elle est décentralisée. Oui, le régulateur vient pour mettre en place un certain nombre de critères, un certain nombre d'exigences pour savoir que, oui, je peux contrôler ce que je peux, d'accord, dans ce secteur. Alors, je vais développer ce point-là en 2 aspects. D'accord. C'est qu'il faut noter que si un utilisateur des crypto-monnaies décide d'envoyer une crypto-monnaie A, d'accord, à un utilisateur, donc d'envoyer, de transférer de la crypto à un utilisateur. Oui. Donc, je prends un cas basique, j'ai du Bitcoin que je veux te transférer. D'accord. Je pense que ce côté-là demeure toujours décentralisé parce que du moment que j'ai du Bitcoin dans mon portefeuille, du moment que j'ai ton wallet, j'ai ton adresse, je vais pouvoir te transférer ces Bitcoins-là rapidement. Alors, si avant d'avoir ces Bitcoins, si je n'avais pas de Bitcoin et je décide, en étant au Bénin, en étant en Afrique, en étant dans n'importe quel pays d'Afrique, d'utiliser de la monnaie fiat. Donc, par exemple, je prends le cas de la zone où moi, je vais utiliser du franc CFA, ZOF, pour pouvoir acheter ces crypto-monnaies. Forcément, je sors de la décentralisation parce que ma première transaction qui est de pouvoir transférer un montant en CFA à ce vendeur, à celui qui va me vendre de la crypto, est déjà une transaction qui est connue et qui doit être justifiée. Okay, d'accord? Okay. Donc, de ce point de vue, si cette transaction-là est passée, c'est-à-dire sur, je dirais, avec la monnaie du régulateur, si je peux l'exprimer comme ça, en tout cas, la monnaie du régulateur, du moment où ça se passe comme ça, c'est que cette transaction, on peut plus parler réellement de décentralisation parce qu'on sait qu'il y a 10 000 francs qui a été transféré d'une personne à une autre personne pour l'achat donc de crypto, d'une crypto-monnaie qui est INS. Donc, ce côté restera toujours pas vraiment décentralisé comme on le dit, mais pour le régulateur, je pense que le régulateur aussi comprend qu'il y a toujours la décentralisation dans les crypto-monnaies. Maintenant, en dehors de ça, l'autre aspect que les régulateurs prennent aussi en charge, c'est qu'il y a des cryptos réellement anonymes. Okay? Donc, il y a des cryptos où on n'arrive pas à identifier réellement, si je te les transfère, on ne pourra pas identifier qui est l'envoyeur qui a reçu aussi les transactions. Donc, par exemple, quand je prends Mika, aujourd'hui, il y a de ces crypto-monnaies qui ne font pas partie donc, de la régulation. Donc, si tu veux être une entreprise régulée, on te demande, tu ne peux pas continuer de traiter les transactions qui passent par ces crypto-monnaies. Donc, le régulateur aussi sait qu'il y a parmi les cryptos, il y a d'autres qui sont totalement anonymes. Et donc, on ne peut pas connaître ni l'envoyeur, ni celui qui veut recevoir. Celui qui veut recevoir. Et donc, du coup, le régulateur prend également ça en charge. Donc, moi, je pense que, je l'ai toujours dit, nous, en tant qu'acteurs crypto, on doit savoir que si on veut traiter avec les fiduciaires, si on veut traiter avec le fiat, on ne peut pas rester enfermé dans notre logique de décentralisation totale parce que le régulateur qui détient donc le fiat doit pouvoir comprendre ce qui se passe réellement parce qu'on interagit avec ce fiat. J'espère que je me suis fait comprendre. Ce qui m'a inquiété, c'est, bon, pas inquiété, hein, qui a fait un tic, c'est l'aspect anonyme. Vous disiez que, donc, si je comprends bien, donc même si les cryptos seraient régulés, c'est possible qu'il y ait des cryptos que les régulateurs ne contrôleraient pas ou bien qu'ils ne vont pas peut-être avoir dans leur liste, je vais dire. Bien sûr, c'est pour sinon, ça que moi, je me disais que c'est tout, quand on va faire une régulation, c'est toutes les cryptos qui sont régulées. Non, bien sûr qu'il y a des cryptos et compte tenu de leur fonctionnement, compte tenu de comment ça se passe, le régulateur peut interdire que ces crypto-monnaies n'entrent pas dans le cadre donc, de la régulation, de l'instruction qui est donnée pour cette régulation. Et on a vu ces cas, comme je l'ai dit, pour Mika, pour Monero, par exemple. Monero est une monnaie qui a été interdite. Et donc, les plateformes régulées qui avaient cette monnaie listée étaient obligées de délister la monnaie. Donc, la monnaie ne figurait plus sur les plateformes parce qu'elles sont régulées et la régulation demande que cette monnaie n'est pas prise en compte. D'accord. Alors, est-ce que sans la régulation, est-ce que les crypto-monnaies, je vais dire, pourraient connaître une réelle ascension, je vais dire, un réel développement? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de développement, les gens s'intéressent à la crypto, un peu, mais est-ce que sans la régulation, est-ce que les cryptos pourraient réellement monter?
Oui, c'est une belle question. Je pense que il faut noter que dans les cryptos, il y a ceux qu'on appelle maximalistes. C'est-à-dire, eux, c'est l'aspect décentralisation, c'est l'essence même de la crypto, parce qu'à la base, la crypto n'avait pas forcément à interagir avec le fiat. La crypto devrait rester dans son environnement crypto à crypto. Et même quand on parle des questions de stablecoin aujourd'hui, il n'y avait pas ces concepts au départ. Donc la crypto, c'est le Bitcoin. Et voilà. Donc, du coup, quand je prends ceux-là, ils verront peut-être ta question d'une autre façon. Mais moi, je pense que les cryptos, sans la régulation, ce sera compliqué. Parce que ce sont des acteurs qui feront qu'en termes de volume de transactions, en termes d'utilisateurs, en termes d'adoption, ce sont des acteurs, je veux parler des entreprises, par exemple comme EasyChange, qui feront que l'adoption sera croissante d'année en année. D'accord ? Et si ces entreprises qui sont régies par des lois nationales, par des lois des pays dans lesquels ces entreprises-là sont enregistrées, si ces entreprises doivent continuer de fonctionner, c'est que ces entreprises doivent être régulées. Et c'est cette régulation qui leur permet vraiment même de pouvoir développer à grande échelle leur activité. Parce que quand tu n'es pas régulé, c'est comme tu es en train de fonctionner en clando. Donc, tu ne pourras pas faire de la pub, de la promotion de tes activités et booster, par exemple, ce que tu fais à grande échelle. Tu ne pourras pas discuter avec d'autres institutions régulées. Ça sera compliqué. Tu ne pourras peut-être pas discuter avec d'autres acteurs. Donc, ce sera compliqué de développer à grande échelle l'entreprise si elle n'est pas régulée. Et donc, ces entreprises-là iront à la recherche de la régulation, iront expliquer aux banques centrales ce qu'elles font et comment elles le font pour chercher la régulation. Et je pense que cette régulation viendra, en tout cas, cette régulation va aider les pouvoirs publics à avoir confiance en ces entreprises, l'utilisateur même, sachant que l'entreprise avec laquelle elle traite, l'entreprise avec laquelle l'utilisateur donc, traite les transactions, l'entreprise est régulée, le mettra beaucoup plus en confiance pour faire beaucoup plus de volume de transactions, ne pas avoir peur d'avoir une situation où ça sera compliqué. Et donc, de ce point de vue de tout ce que je viens de citer, je pense que normalement la régulation viendra pour aider et en tout cas à booster le domaine et l'adoption des crypto-monnaies. Par contre, beaucoup se disent, oui, quand il y aura la régulation, comme je l'ai dit, ceux que j'ai cités au début de la question se disent, quand il y aura la régulation, c'est le moment de fuir les cryptos parce qu'il n'y aura plus la décentralisation, tout ce que nous allons faire sera contrôlé et qu'on ne pourra plus être en mesure de profiter donc de l'essence et de ce que les cryptos offrent. Mon avis, moi, comme je l'ai toujours dit, c'est que si on doit avoir des entreprises établies dans ce domaine, les entreprises-là ont besoin d'être régulées pour pouvoir vraiment faire du volume. Et ce volume-là va aider pour l'adoption des crypto-monnaies. Voilà. D'accord. Dans votre réponse, vous parliez de EasyChange et en même temps du rôle que ces entreprises-là ont. Récemment, pas cette année, je vais dire, EasyChange a été labellisé, je vais dire, par le ministère du Numérique et de la Décentralisation. Donc, est-ce qu'on peut déjà dire par là, parce que c'est un très, très grand titre qui a été décerné, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on a de beaux jours, je vais dire, ces entreprises crypto qui exercent dans le milieu des cryptos, est-ce qu'on peut dire qu'on a de beaux jours? Parce qu'avant, je me dis que le gouvernement ne s'intéressait pas trop, ou bien peut-être qu'il n'était pas trop d'accord pour les cryptos, mais aujourd'hui, l'entreprise, pas l'entreprise, le gouvernement qui labellise une entreprise alors qu'elle sait que, le gouvernement du moins sait que l'entreprise est dans les cryptos. Est-ce qu'on peut dire qu'on a de beaux jours devant nous? Une belle question. Je vais essayer de clarifier. Déjà, le label n'est pas une licence. Le label n'est pas réguler le domaine. Parce que ici, je l'avais dit à l'entame, pourquoi le régulateur doit réguler, donc pour protéger les consommateurs. Et deuxième chose, quand on parle de régulation, qu'est-ce qui est mis en place en fait? Donc tout le dispositif en termes de gouvernance, en termes de fonctionnement de l'entreprise, en termes de capital social, en termes de forme juridique et tous ces aspects-là, c'est ce que le régulateur met dans un document et demande, OK, respectez ces exigences et que je vous donnerai le document
qui prouvent que vous êtes régulé. Ce qui n'est pas le cas pour la labellisation. Et donc, je d'accord. reviendrai sur la labellisation pour dire le gouvernement béninois, que je félicite d'ailleurs ici pour tout ce que ce gouvernement-là a fait pour les entreprises béninoises, les startups. Et donc, le gouvernement béninois a décidé de labelliser, c'est-à-dire les idées d'innovation. Donc, oui, un Béninois qui a innové, qui a pris une idée et qui l'a transformée de telle sorte que des utilisateurs peuvent profiter de cette idée, de la solution qui a été développée. Et cette solution n'est pas une solution qui existait, en tout cas, disons, dans le pays et qui existe dans la zone, d'accord, et qui aide réellement les utilisateurs, dont le gouvernement a décidé que ces startups-là soient labellisées. Et donc, il y a des conditions, il y a, comment on appelle, un recensement. Et après, le gouvernement a mis en place un comité qui a travaillé et qui a choisi ces structures-là. Donc, comme tu l'as bien mentionné, EasyChange a eu cette opportunité-là. EasyChange a eu ce mérite, je vais dire, de se trouver sur la liste donc des 15 structures qui ont été labellisées. Donc, c'est dit que le gouvernement a compris que EasyChange, ce que nous proposons, c'est de l'innovation. Et pour la petite histoire, bien sûr qu'il y a quelques années, les gens n'avaient pas la possibilité aujourd'hui, quand quelqu'un décide et il est d'accord de s'acheter les crypto-monnaies, d'avoir la possibilité de façon très simple, comme EasyChange l'a rendu, de pouvoir le faire. Il n'y avait pas cette possibilité et depuis 2018, EasyChange l'a permis et n'importe qui, en tout cas, s'il prend la décision d'acheter des crypto-monnaies, il n'aura pas à se casser la tête à réfléchir 2 fois pour trouver comment je vais faire, comment ça va se passer. C'est devenu très simple pour pouvoir le faire. Et donc, et de là, cette innovation, elle n'est pas restée au Bénin, elle est allée très rapidement dans les pays qui nous entourent avec des millions d'utilisateurs qui l'utilisent. Donc, du coup, tout ce que EasyChange a fait dans ce cas-là, le gouvernement l'a vu et l'a labellisé. Donc, voilà comment le label est venu et voilà ce que cela représente. D'accord. Mais moi, je pense déjà que c'est déjà un bon début. Bon, c'est un début pas mal. Oui, c'est un très bon début. C'est un très bon début, comme tu le dis, de considérer... parce que c'est pour ça que je l'ai expliqué. Je pense que le but du gouvernement, ce n'est pas de dire... C'est de vérifier réellement qu'il s'agit d'une innovation. D'accord. Et donc, c'est un très bon début de considérer, parce qu'on a toujours dit, quand on parle de crypto, c'est un sujet qui, en tout cas, personne n'aime traiter, que le gouvernement puisse dire, oui, ces acteurs-là, ils sont dans les cryptos, on voit l'innovation, on sait comment ils le font et qu'on leur fait confiance, on les pousse et on leur donne ce label. Donc, c'est un très bon début. C'est quelque chose que nous félicitons aussi de notre position. Super. Donc, le slogan de EasyChange, c'est innover pour servir. Donc, je vois que l'innovation est en train de porter... Oui, l'innovation au cœur de EasyChange. Okay, c'est une très bonne nouvelle. Alors, nous allons revenir sur le sujet. Alors, si on prend quels sont les risques, je vais dire, d'un marché qui n'est pas réglementé? Genre, que ce soit pour l'utilisateur ou bien pour les entreprises qui exercent dans le domaine. Est-ce qu'il y a des risques? Vous avez commencé. Je voudrais que vous détailliez un peu. Exactement. Parce que dans mes développements, je l'avais dit. Et donc, déjà, le risque pour un utilisateur sur un marché qui n'est pas régulé, c'est bien sûr que cet utilisateur a affaire avec un acteur qui n'est pas suivi, qui n'est pas audité, si je peux le dire. Parce que, avec tout ce que j'avais cité, même si quand le régulateur définit quelles sont les exigences pour pouvoir bénéficier de cette régulation, pour pouvoir être un acteur régulé, et au début, une entreprise se présente et montre que toutes ces exigences-là sont respectées, après quelques années, c'est-à-dire au cours, donc après avoir le papier qu'on appelle souvent la licence ici, après ça, le régulateur vérifie si les process, tout ce que vous avez dit, tout ce qui est exigence qu'on a demandé, est-ce que vous respectez? Donc, il y a en griffe, comme on le dit, un gendarme qui vérifie réellement si tout ce qui doit être fait se passe dans les normes. Est-ce que les comptes sont audités? Est-ce que les utilisateurs, quand on dit que les fonds des utilisateurs sont disponibles, est-ce que ces fonds-là sont réellement disponibles? Est-ce que les fonds sont cantonnés? Dans quel compte ces fonds-là sont? Et quand l'utilisateur décide d'avoir ces fonds-là, l'utilisateur va pour. Donc, le risque ici est que sur un marché régulé, il n'y a pas ces contrôles-là. Il n'y a pas ces exigences.
Et donc, du coup, un acteur mal intentionné, un acteur de mauvaise foi peut se permettre, par exemple, de faire de la collecte pour des fonds des utilisateurs et du jour au lendemain disparaître. Parce qu'il n'y avait pas des exigences du point de vue, OK, les fonds qui sont collectés, il y a une partie qui sert de fonds de garantie, qui sont gardés ici. Il n'y a pas des auditeurs externes qui viennent auditer régulièrement les comptes pour s'assurer que l'argent est réellement là. Parce que vous savez, tout ce qu'on fait sur le numérique, sur des plateformes, quand il s'agit d'un wallet, tout ce que nous voyons, ce sont des écritures. Yes. Quand on a une application, on voit qu'on a l'argent dans l'application, c'est une écriture. L'argent réellement se trouve au niveau donc, de la structure, dans les caisses de la structure, dans les comptes de la structure. Donc, il faudra qu'il y ait des exigences du point de vue gouvernance pour savoir que ce soit le fondateur, que ce soit le CEO de cette entreprise ne puisse pas aller vers le compte et avoir le droit, la possibilité de sortir tout l'argent du compte et disparaître. Donc, il y a des mesures que quand il a même cette mauvaise volonté en lui, qu'il ne puisse pas le faire, qu'il soit bloqué parce que des procédures ne permettent pas que cela se passe. Et qu'il y a de l'audit régulier de son système pour éviter les hacking, qu'il y a de l'audit aussi financier pour savoir que toutes les procédures sont respectées. Donc voilà. Donc je résume que donc, pour un utilisateur sur un marché non régulé, il voit que tout ça, personne ne regarde tous ces aspects-là pour l'entreprise. Et donc, s'il n'y a pas tout ça, c'est que il peut du jour au lendemain demander ses fonds, ne pas trouver, aller vouloir se connecter sur la plateforme et ne plus avoir la possibilité de se connecter parce qu'en temps, personne ne contrôle rien. Donc ça, c'est déjà du point de vue de l'utilisateur. Mais du point de vue de l'entreprise aussi, l'entreprise, ce sont les règles, d'accord, qui font que les gens puissent faire confiance aux entreprises. Ce sont les process. C'est aussi cette régulation qui puisse faire que des partenaires puissent faire confiance à l'entreprise, des investisseurs puissent faire confiance à l'entreprise et même les clients qui constituent ceux qui doivent acheter pour que l'entreprise puisse avoir de l'argent. Donc, ceux-là aussi doivent faire confiance à l'entreprise. Donc, c'est pour dire, pour une entreprise qui évolue sur un secteur qui n'est pas régulé, c'est vraiment compliqué d'aller chercher des investisseurs. Parce que l'investisseur, il vient mettre son argent dans un système, dans un domaine, dans une entreprise qui n'est pas régulée. Donc, il n'y a pas d'exigence, il n'y a vraiment pas de loi, il n'y a pas vraiment un recadrage. Et donc, ce n'est pas bon pour cet investisseur. Le client, comme on l'a dit, il est dans un risque. Donc, si il veut vraiment faire des transactions, il a un volume d'activité qui lui permet de faire des transactions, il va peut-être tester, mais il ne pourra pas vraiment se déployer. Et pour les partenariats, une entreprise ne fonctionne pas sans partenariat. Et donc, pour les partenariats, l'entreprise, dès que l'entreprise initie des partenariats, cette question de non régulé peut faire également que les partenaires ne puissent pas avoir confiance en l'entreprise. Et donc, voilà, donc il y a vraiment des défis, il y a vraiment des risques pour ces entreprises quand on évolue dans un système non régulé, quoi. Super. Donc, de tout ce que vous avez dit, est-ce qu'on peut dire clairement que la régulation aujourd'hui est une opportunité pour le marché, pour l'adoption, je vais dire, des cryptos, ou bien c'est une contrainte, ça restreint l'intérêt, je devais dire aujourd'hui, de la population pour les crypto-monnaies? OK. Ou bien c'est un peu des deux, opportunités, mais contraintes. Oui, c'est bien ça. C'est ce que j'allais dire. En fait, il s'agit de voir qu'est-ce qui est mis dans cette loi de régulation. OK. D'accord? C'est le contenu qui permet, EasyChange veut innover, EasyChange c'est innover pour servir, on a une idée, le régulateur prend en compte le fait qu'il s'agit de l'innovation et définit la loi de telle sorte qu'on puisse déployer cette innovation. Mais si le régulateur, dans la loi de régulation, met tellement de barrières et fait que l'entreprise se trouve cadrée de telle sorte qu'on ne peut pas se déployer, ça ne fait pas non plus plaisir à ces entreprises-là et ni aux utilisateurs parce que l'entreprise a besoin de se déployer réellement pour que ce soit utilisé. Donc, cette question, c'est est-ce que cette régulation, la loi, là, est orientée développement des entreprises ou la loi est orientée, on vous donne la possibilité d'être régulé, mais on vous contrôle au point où vous ne pouvez pas vous déployer. Donc, comme on sait, il y a des lois business
il y a des lois juste contrôlées pour contrôler. Donc, c'est ce qu'on demande souvent aux régulateurs. Oui, régulation, on est ouvert à ça, mais il faut que cette régulation puisse permettre donc aux entreprises de se déployer, de pouvoir aller sur des marchés, ainsi de suite, et voilà. D'accord, donc je comprends que c'est le contenu en fait qui va tout définir, je vais dire. Exactement. Ok, d'accord. Exactement. Donc selon vous, être dans 5 ans, 10 ans, où est-ce que vous voyez le marché ou bien je vais dire la régulation des cryptos? Est-ce que vous pensez que dans 5 ans, 10 ans, on serait déjà dans genre encadré réellement ou bien? Dans 5 ans, dans 10 ans, généralement, quand je prends notre zone, déjà, la régulation ailleurs, elle est déjà totale. Donc, les lois existent, les banques centrales régulent déjà l'activité crypto, le secteur crypto, les entreprises crypto, Amica, on parlera d'autres lois, en tout cas à Dubaï, avec VARA, ainsi de suite. Donc, il y a plein de pays, plein de zones aujourd'hui où la régulation existe. Certes, elle peut continuer d'évoluer, mais elle existe et elle permet déjà aux acteurs qui sont sur ces marchés-là de pouvoir déployer leurs projets sans souci. L'essentiel, c'est de respecter les exigences et de montrer que vous êtes, ce que le régulateur a mis en place, vous êtes à même de pouvoir le respecter. Okay. Alors, quand je reviens ici, c'est ici dans nos zones qu'on va dire dans 5 ans ou dans 10 ans, qu'est-ce que ça va devenir parce que nos zones restent encore des environnements non régulés en matière de crypto-monnaie. Alors, est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, par exemple, quand je prends le cas de l'UEMOA qui vient juste de mettre en place un comité pour réfléchir sur la question, est-ce que les travaux de ce comité-là iront très rapidement de telle sorte que d'ici 5 ans, que cette loi-là soit déjà disponible et que des entreprises puissent soumettre leur dossier pour cette régulation? Je ne saurais répondre, mais ce que je sais en matière de régulation, le régulateur prend tout son temps. D'accord? En matière de régulation, parce qu'il ne s'agit pas d'une loi. Cette loi, elle est très importante, qu'il ne faut pas se précipiter dessus. Et donc, le régulateur prend tout son temps, écoute les acteurs qui sont dans le domaine, comprend comment ces acteurs-là gèrent les risques, comment ces acteurs-là sont formalisés et prend tout son temps pour comprendre comment l'environnement, comment le business se passe autour de ce marché-là, avant de pouvoir dire, OK, voici la loi, il y a des phases pour la loi, il y a peut-être une première phase, une seconde phase, et puis la loi finale pourrait sortir. Et donc ça peut aller au-delà de 5 ans. D'accord? Généralement, il y en a qui évoluent aussi vite sur la question. Et en 2 ans, 3 ans, avec les réunions, les validations possibles, la loi finale peut sortir. Donc, si je compte sur ça, peut-être, mais d'ici 5 ans, c'est que notre zone, et en tout cas en Afrique, et presque, en tout cas, la majorité des pays africains auraient énormément évolué sur la question. D'accord? Est-ce qu'on aurait déjà des marchés totalement régulés parlant de l'Afrique? Je ne saurais le dire. Mais ce qui est sûr, au Nigeria, oui, d'ici 5 ans, forcément, voilà, parce que la loi, je pense qu'ils ont déjà pu voter. Au Ghana, c'est le cas également. Au Cameroun, c'est aussi le cas. Bon, je veux dire, CEMAC, c'est aussi le cas. L'UEMOA, dans 5 ans, certainement aussi que ce sera très évolué sur le sujet. Donc, on peut se dire quand même d'ici 5 ans qu'en Afrique, en matière de crypto-monnaie, on aura des marchés déjà très réguliers. En fait. Ok, super. Alors, quand on voit dans les pays européens, asiatiques et tout, quand on voit l'Indonésie, l'Italie, des pays qui s'intéressent, qui reconnaissent même déjà les crypto-monnaies, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? C'est pas bien, ça dépend de la vision des dirigeants, je vais dire, de ces pays, comme ce n'est pas les mêmes dirigeants de là-bas qui sont ici en Afrique. Est-ce que c'est ça qui freine réellement l'adoption? Je dirais que tout dépend de la politique de chaque État, de la politique de chaque zone, ainsi de suite. Quelles sont les priorités? Les priorités ne sont pas les mêmes. Il y a ailleurs, ils ont déjà réglé les questions basiques pour le paiement. Ils ont déjà... depuis des années, des licences dans le paiement. En tout cas, je veux dire paiement en utilisant de la fiat, du fiat du moins. En tout cas, les questions basiques ont été déjà réglées il y a plusieurs années. Donc, si des questions basiques ont été réglées, c'est normal qu'ils aient évolué sur ce que, selon peut-être eux, est de l'innovation, ce qui est du futur, ainsi de suite. Parce qu'il faut parler du présent pour pouvoir parler du futur. Oui. Alors, si les questions présentes, les questions qui sont au présent, donc
ne sont pas encore réglés, même quand bien même qu'on est en train de dire la blockchain, c'est la technologie du futur, les cryptos, c'est la finance du futur. Le régulateur va dire, OK, je prends le temps de régler ce qui est du présent pour pouvoir... Donc, je caricature, c'est pour dire quand même que les défis ne sont pas les mêmes, les challenges ne sont pas les mêmes, on n'est pas dans les mêmes zones. Et donc, en fonction de ça, les régulateurs définissent les priorités et voir avec quel délai je peux aborder tel sujet et avec quel délai je peux aborder tel sujet. Je ne vais pas épargner que le goût pour le risque n'est pas aussi le même et ça varie d'un régulateur à un autre. Il y a d'autres zones. Je vais prendre par exemple le cas de Dubaï. Dès qu'on va dire, OK, il y a de l'IA aujourd'hui, ils peuvent, parce qu'ils ont d'ailleurs les moyens et puis le goût pour le risque pour eux est peut-être plus élevé que dans notre zone ici. Et donc, ils peuvent rapidement se mettre sur ces sujets. Mais le régulateur ici peut se dire, ce truc dont on parle, nous, on ne comprend pas encore, on prend vraiment tout notre temps, on n'est pas pressé. Et donc, parce qu'il ne veut pas exposer, bien sûr, les consommateurs à ce qui n'est pas encore compris, ce qui n'est pas encore testé. Et voilà, donc le goût de risque n'est pas la même chose. Et on voudrait, nous, en tant qu'habitants, en tant que population africaine, ne pas quand même subir cela. C'est pour ça qu'on veut que les régulateurs, dès qu'une technologie vienne, qu'ils puissent faire le maximum pour aller un peu plus vite dessus. Parce que subir cela, c'est que dans d'autres zones, les gens ont la possibilité de faire certaines choses, mais chez vous, vous ne pouvez pas le faire parce que ce n'est pas régulé. Et donc, alors, on est sur un même monde aujourd'hui qui, grâce à l'Internet, s'appelle un petit village planétaire. Et donc, on ne devrait plus être dans un monde où des choses sont possibles ailleurs et ne sont pas possibles ici. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin. J'ai une dernière question, c'est quel mot, quel message vous avez à l'endroit de ceux-là qui, quand ils entendent parler de crypto, directement, c'est arnaque. Quand ils entendent parler de crypto, c'est blanchiment d'argent. Quand ils entendent parler de crypto, c'est ci, c'est ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes même qui ont peur de dire « je suis dans les cryptos », de peur qu'on ne mette l'étiquette là d'arnaqueur, de voleur et tout. Quel message avez-vous à l'endroit de ceux-là? Oui, mon message pour ceux-là, c'est déjà dit, oui, ce n'est pas facile parce qu'on est dans un domaine où ces mots qui sont collés à ce domaine-là, certes, existent ailleurs. C'est-à-dire, je veux parler de arnaque dans les cryptos, les scams, blanchiment d'argent, le vol et ainsi de suite. Ces mots-là sont bien aussi liés à d'autres secteurs, mais dans les cryptos, cela résonne beaucoup plus. D'accord? Parce qu'on parle d'une technologie anonyme, on parle de décentralisation, on parle des choses que beaucoup ne comprennent pas. Donc, du coup, et même ceux qui comprennent et qui sont de mauvaise foi utilisent le fait que la population, la majorité ne comprennent pas réellement de quoi il s'agit pour pouvoir les embrouiller et pour pouvoir voler, pour pouvoir scammer, comme on le dit, ceux-là. Donc, c'est tout à fait normal. Mais je voulais juste rassurer tous que la crypto-monnaie, elle est réelle. Les crypto-monnaies ont un intérêt très, très... en tout cas, un grand intérêt pour nous, Africains, et pour le monde entier, pour tout utilisateur. Et que c'est une technologie qui avance, qui est certifiée, qui travaille. Il ne s'agit pas ici de... Quelqu'un l'a appelé portefeuille magique il n'y a pas longtemps, j'en ai entendu parler. Il ne s'agit pas vraiment de portefeuille magique. Il s'agit d'une technologie. Et donc, je demanderai à tous, malgré tout ce qui se dit, d'aller apprendre sur cette technologie, d'aller se faire former. On n'a pas besoin d'aller forcément à une école pour ça. Il y a pas mal de contenu aujourd'hui sur Internet. Si vous voulez visiter les réseaux sociaux de EasyChange et que vous verrez de la vraie information, du vrai contenu partagé par des experts sur cette technologie. Et petit à petit, vous allez commencer par apprendre de cette technologie. On parle aujourd'hui des paiements cross-border en utilisant du stablecoin. C'est beaucoup d'argent qui passe par là. C'est beaucoup de facilité pour des commerçants de pouvoir payer en une même journée ou dans l'intervalle d'une heure leur fournisseur où qu'ils se trouvent. Et donc, il y a tellement d'avancées, il y a tellement de progrès, il y a tellement de bénéfices pour tout commerçant, pour toute personne, qu'il soit physique, personne morale, de connaître ce domaine-là. Et on ne peut pas pendant longtemps rester sur tout ce qu'on a entendu de mal
donc sur ce secteur-là et ne pas aller à la quête de l'information, à la quête de la connaissance. Donc, j'appellerai tous à aller chercher, à fouiller. On parle de crypto, mais de quoi il s'agit réellement? À se poser cette question et à trouver une réponse pour elle-même. Okay, voilà. D'accord. Merci pour ce mot de fin. Donc, c'est ce mot-là que nous allons clôturer, je vais dire, cet épisode de Café Crypto. Le temps était relativement court. On aimerait continuer, mais on va s'arrêter. Je suis sûr qu'on aura le temps de vous faire encore appel, malgré votre agenda, bien sûr, pour que vous veniez encore discuter d'autres sujets avec nous. Avec plaisir. Donc, merci infiniment, Siwo, pour ce temps que vous nous avez consacré. Je ne sais pas si vous avez encore un dernier mot. Non, c'était déjà mon dernier mot. Merci. OK. Merci beaucoup et merci à vous qui nous avez suivis. Ça dépend du moment et ainsi c'est un bonjour, bien bonsoir. Merci infiniment à vous. Aujourd'hui, nous avons parlé du futur des cryptos. Est-ce que ce soit réglementé ou bien est-ce que ce ne soit pas réglementé? Donc, avec le CEO de ZChain qui a plusieurs casquettes, nous avons décortiqué le sujet et il a expliqué aujourd'hui. Tout n'est pas encore fait, mais nous ne sommes plus comme il y a 5 ans, il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a de l'avancée dans le domaine et nous sommes sûrs que dans 5 ans, dans 10 ans, comme il a dit, il y aura réellement un changement. Donc, merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes sûrs que vous avez gagné énormément de choses. Si vous voulez qu'on nous abordions d'autres sujets, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et nous allons revenir sur ces sujets-là. Donc, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.